Dina Lightner est née en 1969 dans le nord de l'État de New York. Ses parents, Bob et Connie, ont divorcé alors qu'elle n'avait que 5 ans. Dina aimait voyager et accompagnait souvent ses grands-parents aux Bermudes, en Floride et sur la côte ouest des États-Unis. Dès son plus jeune âge, le destin s'est montré impitoyable envers elle. Lors de vacances en famille dans les Caraïbes, alors qu'elle avait 8 ans, elle essayait différents chapeaux, mais aucun ne lui allait, pas même ceux de taille adulte. C'est à ce moment-là qu'on lui a diagnostiqué une hydrocéphalie, communément appelée œdème cérébral. Il s'agit d'une pathologie grave, provoquée par une accumulation excessive de liquide céphalo-rachidien dans la cavité crânienne. Cette pression anormale exercée sur le cerveau peut entraîner des maux de tête, une vision double, des troubles de la coordination ainsi que des difficultés cognitives. Chez les nourrissons, l'hydrocéphalie se manifeste souvent par une augmentation du volume de la tête. En l'absence de traitement, elle peut causer des lésions cérébrales irréversibles et mettre la vie en danger. Après le diagnostic, Dina a subi 4 interventions chirurgicales destinées à drainer le liquide accumulé dans son cerveau. La plupart du temps, elle se déplaçait la tête rasée, et ses camarades de classe ne cessaient de la taquiner. Elle cherchait du réconfort auprès de sa mère, dont elle dépendait entièrement pour l'amour et le soutien. Au total, Dina a subi 8 opérations visant à poser des dérivations, des tubes permettant d'évacuer le liquide cérébral vers le cœur et la cavité abdominale, et cela avant même d'avoir atteint l'âge de 13 ans. Bien que le collège et le lycée aient été des périodes éprouvantes, Dina a intégré l'équipe d'encadrement scolaire pendant 1 an et jouait de la flûte au sein de l'orchestre de l'établissement. Connie s'est remariée et la nouvelle famille, désormais composée de 3 personnes, a déménagé à Houston, au Texas. C'est là que Dina a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1987, avant d'intégrer l'université de Poughkeepsie, dans l'État de New York, pour y étudier la psychologie, avec pour objectif d'obtenir un master. Au cours de sa 2e année d'études, elle a rencontré celui qui allait devenir son mari, John Schlosser. Il lui a fallu 1 an pour trouver le courage de l'inviter à sortir. Même s'ils s'appréciaient sincèrement, on ne peut pas dire que John ait engagé cette relation avec des intentions honnêtes. Le jeune homme a emprunté de l'argent à ses futurs beaux-parents pour financer ses études, mais il a abandonné l'université sans jamais obtenir de diplôme. Pire encore, il est allé jusqu'à organiser une fausse cérémonie de remise de diplôme, qui a rapidement été démasquée. La mère de Dina a divorcé de son 2e mari et a déménagé à Chicago aux alentours de 1989. Dina et John ne tardera pas à la rejoindre. En 1990, la mère de Dina s'est mariée pour la 3e fois avec Mick McCauley, un psychothérapeute de profession. L'année suivante, Dina et John se sont enfin mariés. Mick les décrivait comme un couple très uni, profondément attachés l'un à l'autre, avec une touche de romantisme. Dina a obtenu une licence en psychologie à l'université Northern Illinois en 1992. Toutefois, malgré son diplôme, elle ne parvenait pas à conserver un emploi. Elle a quitté son poste chez Visa en raison de clients qu'elle jugeait grossiers. Elle a abandonné son travail chez Ameritrade au beau milieu de son service après avoir découvert qu'un client lui avait menti. Elle a également démissionné d'un établissement pour personnes âgées, estimant que les résidents n'y étaient pas traités avec suffisamment de respect. Finalement, John a estimé que Dina ne devait plus travailler du tout. Cependant, la situation n'était guère plus stable de son côté. Pendant des années, il a refusé des offres d'emploi qui ne correspondaient pas à ses aspirations. Par exemple, lorsqu'un ami proche lui a proposé un poste stable et bien rémunéré dans les bureaux de la société Hitachi à Dallas, John a décliné l'offre, au motif qu'il souhaitait être immédiatement nommé chef de service, une fonction pour laquelle il n'était absolument pas préparé. Les Schlosser ont emménagé dans un logement social que Bob Lightner, le père biologique de Dina, les avait aidés à obtenir. À cette époque, Dina a fait 3 fausses couches, et le couple redoutait de ne jamais pouvoir avoir d'enfants. Pourtant, en 1995, Dina a donné naissance à leur première fille, Brianna, puis à leur seconde fille, Kelsey, en 1997. En 2000, les Schlosser ont emménagé dans une grande maison à Fort Worth, au Texas, où John avait décroché un poste très bien rémunéré, assorti d'un salaire à 6 chiffres. Dina restait à la maison pour s'occuper de leurs 2 filles, mais la vie du couple était loin d'être harmonieuse. Elle souffrait d'une légère dépression postpartum, qu'elle traitait par voie médicamenteuse. Toutefois, se sentant mieux,
Elle a estimé être guérie et a décidé, de sa propre initiative, d'interrompre son traitement. John a fini par quitter le travail de ses rêves pour se lancer en tant qu'indépendant. Mais les choses ne se sont pas du tout déroulées comme il l'avait espéré, et le couple a rapidement été confronté à de sérieuses difficultés financières. Privé de revenus stables et menacé par une procédure de saisie immobilière, la famille a dû quitter la maison et s'installer dans un petit appartement à West Plano, au Texas. John et Dina ont été élevés dans la foi catholique, mais n'ont jamais été pratiquants. En 2002, les Schlosser ont commencé à fréquenter une église fondamentaliste appelée Ministère de l'eau vive, après que Dina en eut entendu parler par une voisine. Cette église était dirigée par Doyle Davidson, un ancien vétérinaire devenu prédicateur, qui affirmait que Dieu lui apparaissait en vision. Selon les informations publiées sur son site internet, Doyle avait servi comme infirmier dans la marine américaine pendant la guerre de Corée, passant 27 mois à Yokosuka, au Japon. À son retour aux États-Unis, il avait été l'un des 30 étudiants admis à l'école de médecine vétérinaire de l'Université du Missouri en 1958. En août de cette même année, peu avant la rentrée universitaire, alors qu'il changeait les pneus de sa voiture, il a affirmé avoir ressenti la présence de Dieu et entendu la voix du Seigneur lui dire « Je ne veux pas que tu sois vétérinaire, je veux que tu sois un serviteur de l'Évangile ». Il n'a pas obéi à cet appel ce jour-là et a poursuivi ses études vétérinaires. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Doyle s'est installé dans le nord du Texas où il a ouvert une clinique vétérinaire prospère spécialisée dans le traitement des chevaux. En 1968, selon ses propres dires, Dieu serait intervenu dans sa vie. Pendant 2 ans, l'ange du Seigneur aurait voyagé à ses côtés, dans sa voiture, lui rappelant inlassablement le moment où il commencerait enfin à prêcher l'Évangile. En 1969, le Seigneur lui aurait ordonné de fermer son entreprise afin d'accomplir sa destinée. Le 2 janvier 1970, il a vendu sa clinique. Davantage que pasteur au sens traditionnel, Doyle s'imposait comme le chef spirituel d'un groupe aux dérives sectaires. Pour mieux cerner le personnage, on peut rappeler qu'il avait affirmé qu'une des victimes du tristement célèbre massacre du lycée de Columbine aurait pu survivre si elle avait eu davantage de foi. Il nourrissait également une étrange obsession envers les femmes, une obsession qui se manifestait par un mépris tenace à leur égard. Doyle croyait également que la ville de Plano était sous l'emprise de l'esprit de Jézabel. Il enseignait que cette entité possédait les femmes, lesquelles en venaient ensuite à séduire les hommes par un comportement considéré comme indécent. Dans la Bible, Jézabel est décrite comme une princesse phénicienne ayant épousé Achab, prince d'Israël. Ensemble, ils régnèrent comme roi et reine. Cependant, Jézabel continua à vénérer Baal, le dieu de la fertilité, un culte que le peuple ainsi que le prophète Élie, serviteur de Yahvé, réprouvaient fermement. Lorsque vint le moment de son exécution, ordonnée par le général Jéhu, elle se maquilla et se para de ses plus beaux atours avant d'être précipitée du haut d'un balcon, puis dévorée par des chiens. En août 1987, Doyle déclara que Dieu lui avait une nouvelle fois parlé directement. Selon lui, Dieu lui aurait révélé qu'une femme de sa paroisse, Lisa Stateon, lui appartenait désormais. Seul problème, Lisa était déjà mariée et Doyle, de son côté, était uni à Patty Tinkle depuis 1952. Les versions divergent quant à la suite des événements. Certains affirment que Doyle et Lisa entretenaient une liaison depuis plusieurs années. D'autres soutiennent que Lisa et son mari auraient fui pour échapper à l'influence de Doyle. D'autres encore estiment que les deux affirmations sont exactes et que Lisa souhaitait mettre un terme à cette relation. Il a également été rapporté que Doyle, en état d'ébriété, aurait été surpris au domicile des Staton alors qu'il tentait d'expulser le diable de Lisa, un incident qui aurait conduit à son arrestation. Quoi qu'il en soit, Doyle semblait incapable de cesser de parler d'elle. Il se livrait régulièrement à des tirades misogynes à son sujet, que ce soit dans ses sermons, sur son site internet ou dans des lettres menaçantes adressées à la malheureuse Lisa et à son époux. Inutile de dire qu'à mesure que les Schlosser s'enfonçaient dans les enseignements de Doyle, leur vie familiale se détériorait de plus en plus. Ils avaient découvert l'église avant même de s'installer à West Plano et leur fascination pour Doyle était telle qu'ils parcouraient plus de 120 miles aller-retour pour assister à ses sermons. Le prédicateur expliquait chaque échec par un manque de foi, déchargeant ainsi les individus de toute responsabilité personnelle.
C'est ainsi que Dina en vint à se demander si sa propre faiblesse spirituelle n'était pas la cause des difficultés financières de sa famille. Au même moment, John commença à croire que Dina était possédée par des esprits maléfiques. Il se mit à la traiter comme un objet plutôt que comme une personne et exigeait d'elle une obéissance absolue. En réalité, Dina souffrait d'un trouble mental sévère. Toutefois, Doyle prêchait que les maladies mentales relevaient de la possession démoniaque et que les traitements psychiatriques relevaient de la sorcellerie. Par conséquent, Dina ne reçut jamais l'aide dont elle avait désespérément besoin. Les fidèles priaient dans l'espoir de guérir sa maladie. La famille se rendait à l'église parfois 6 soirs par semaine, ainsi que 2 fois le dimanche. À certaines occasions, les offices se prolongeaient bien après 22 heures, laissant Brianna et Kelsey affamés. Lorsque les Schlosser sont arrivés au Texas, ils ont tenté de convaincre la mère de Dina de rejoindre le ministère de l'eau vive. À la demande insistante de Dina, Connie a accepté de rencontrer Doyle Davidson, sa fille étant persuadée qu'il pourrait la guérir de la maladie de Parkinson. Bien entendu, cela n'a eu aucun effet. Il n'existe aucune source officielle confirmant les faits suivants, mais plusieurs publications les rapportent comme véridiques. C'est pourquoi j'ai choisi de les mentionner. Apparemment, alors que Connie était conduite à l'aéroport, quelqu'un aurait dérobé ses médicaments contre la maladie de Parkinson dans son sac. Il s'agirait de Dina, qui croyait sincèrement que sa mère était désormais guérie et n'avait plus besoin de traitement. Privée de ses médicaments, Connie se retrouva incapable de bouger et manqua son vol. Elle serait restée ainsi, immobile, souillée et en détresse, durant toute une journée et une nuit, jusqu'à ce qu'une personne attentive, présente dans le terminal, remarque qu'elle ne bougeait plus du tout. Cette personne bienveillante aurait retrouvé, dissimulés dans ses bagages, les restes de ses comprimés, ce qui permit à Connie de reprendre partiellement ses mouvements. Aussi invraisemblable que cette histoire puisse paraître, si elle est véridique, elle illustre jusqu'où pouvait aller l'adhésion aveugle aux enseignements de Doyle Davidson, à un point tel que Dina aurait été prête à compromettre la santé, voire la sécurité, de sa propre mère. Le 9 janvier 2004, Dina donna naissance à une 3e fille, prénommée Margaret, qu'ils appelèrent Maggie. L'enfant naquit à domicile, assisté par une sage-femme, car les Schlosser ne disposaient d'aucune assurance maladie. Bien qu'il s'agisse d'une grossesse unique, Dina était convaincue d'avoir mis au monde des jumeaux et que le second, un garçon, était mort-né. Le lendemain, alors qu'elle lisait la Bible, le mot « séparé » lui aurait littéralement sauté aux yeux, selon ses propres termes. Épuisée mentalement et accablée par la naissance de son 3e enfant, Dina tenta de se suicider. Au lieu de conduire sa femme à l'hôpital, John se contenta de panser ses blessures et insista pour la garder à la maison, persuadé que la prière suffirait à la guérir. 5 jours plus tard, les services sociaux intervinrent dans l'affaire des Schlosser. Une enquête fut ouverte après que Dina eût été vue courant dans la rue en criant, suivie de sa fille Kelsey à bicyclette. Pendant ce temps, la petite Maggie avait été laissée seule à la maison, couchée dans son lit, sans la moindre surveillance. L'aînée, Brianna, se trouvait à l'école. Lorsque les services sociaux interrogèrent Dina, celle-ci déclara que des personnages de dessins animés, en l'occurrence la petite sirène, se moquaient d'elle à la télévision. Elle fut alors admise à l'hôpital psychiatrique de Greenock, où l'on posa le diagnostic d'un trouble bipolaire associé à une psychose postpartum. Après avoir établi son diagnostic, le psychiatre recommanda vivement à Dina de poursuivre son traitement. Dina souhaitait véritablement être aidée, mais son mari, John, s'y opposa fermement. Il déclara avoir prié à ce sujet et conclut que l'endroit le plus sûr et le plus approprié pour sa femme était leur foyer, auprès de leurs enfants. Les services sociaux estimèrent toutefois que Dina ne pouvait pas rester seule avec eux, et la sœur de John emménagea temporairement avec la famille. Malgré le mépris affiché de John pour les traitements médicaux, Dina commença à prendre de l'Ativan et de l'allopéridol et son état sembla s'améliorer. Les Schlosser restaient néanmoins convaincus que sa guérison était exclusivement le fruit de la prière. Après son hospitalisation, les services sociaux effectuèrent des visites régulières au domicile des Schlosser. Avec le temps, ces contrôles devinrent de plus en plus espacés, jusqu'à ce que le dossier soit définitivement clos en août 2004. John trouva un emploi et recommença à laisser Dina seule avec les enfants. C'est à ce moment-là qu'elle aurait cessé de prendre ses médicaments. Peu après, son état recommença à se dégrader. Elle se mit à siffler et à pousser des cris d'animaux en direction des gens.
Le 21 novembre 2004, Dina annonça à John qu'elle voulait offrir sa fille à Dieu. Plus précisément, elle souhaitait la confier à Maggie Doyle Davidson. Or, Doyle était un personnage inquiétant, au comportement équivoque, qui, comme beaucoup de faux prophètes, cherchait à épouser de très jeunes filles. À l'époque, il avait 72 ans. Dina habilla Maggie de blanc et la présenta à John, qui en fut profondément troublé. En guise de punition, il administra à sa femme une fessée avec une cuillère en bois devant leur fille. Le même jour, Dina eut une conversation téléphonique avec ses parents à propos de Doyle. Mick déclara que sa belle-fille lui avait paru plus insolente que d'ordinaire, tandis que Connie perçut dans sa voix une certaine euphorie. Mick lui dit alors « Si nous ne croyons pas en Doyle avec autant de ferveur que toi, nous ne pourrons pas rester proches, n'est-ce pas ?» Dina répondit simplement « D'accord ». Le lendemain commença comme à l'accoutumée. John partit travailler tandis que les deux filles aînées, alors âgées de 9 et 6 ans, se rendirent à l'école. Durant les 3 jours et les 3 nuits précédents, Dina avait médité de manière obsessionnelle sur l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 30, qui dans certaines traductions énonce « Si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, plutôt que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. » C'est alors que tout bascula. Sur fond de musique chrétienne diffusée à plein volume, Dina prit un couteau de cuisine et commença à scier les mains de Maggie avant de retourner l'arme contre elle-même. Elle tenta de se sectionner la main mais s'interrompit après s'être profondément entaillée. Dina appela ensuite John et lui annonça qu'elle avait blessé leur fille, puis raccrocha brusquement. Désemparé, John contacta d'abord Doyle Davidson, qui lui aurait conseillé d'appeler le centre d'éducation pour enfants où Dina avait travaillé avant la naissance de Maggie. Caroline Thomas décrocha à 11h50. Au bout du fil, John, affolé, lui expliqua que Dina venait de déclarer avoir blessé leur enfant. Caroline posa quelques questions, puis décida d'appeler Dina directement. Elle avait travaillé avec elle pendant 2 ans et la considérait comme une bonne mère. Mais l'angoisse perceptible dans la voix de John lui fit craindre que Dina n'ait fait une nouvelle crise psychotique. Lorsque Caroline appela, Dina répondit. En arrière-plan, on entendait l'hymne « He touched me ». Dina parlait d'une voix très calme et posée. Caroline lui demanda ce qu'elle avait fait à l'enfant. Dina répondit « Je l'ai tué ». Selon certaines sources, les services d'urgence auraient été alertés par un collègue de Caroline, ce qui aurait conduit les opérateurs à appeler directement Dina. D'une voix calme et presque détachée, la mère déclara à l'opérateur qu'elle avait tranché les mains de sa petite fille, puis attendit l'arrivée de la police, assise dans le salon. Maggie était étendue sur son lit dans la chambre située à l'arrière de la maison. D'après le témoignage de l'agent de police David Tilley, elle avait la peau gris cendrée. Elle n'avait plus de mains, et il y avait beaucoup de sang. Transportée d'urgence à l'hôpital, la fillette ne put malheureusement pas être sauvée. Maggie avait souffert de manière atroce dans les derniers instants de sa vie. En plus d'avoir perdu ses 2 mains, elle présentait près de 50 entailles au visage, infligées alors qu'elle se débattait pour survivre. Elle n'avait que 11 mois. Pendant ce temps, Dina était assise à son bureau, lisait la Bible et chantait des hymnes chrétiens. Selon certains rapports, elle aurait accueilli les policiers en tenant encore le couteau ensanglanté. D'autres sources avancent que l'arme aurait été retrouvée plantée dans son épaule. La mère déclara aux policiers qu'elle était responsable des blessures infligées à l'enfant, mais refusa d'en dire davantage. Elle fut placée en garde à vue et inculpée de meurtre avec préméditation. Quelques heures après son arrestation, les policiers l'entendirent répéter sans relâche « Merci Jésus, merci Seigneur ». Au cours du procès, la question fut soulevée. Dina n'avait-elle pas été privée de l'aide dont elle avait manifestement besoin ? John ne lui administrait pas régulièrement son allopéridol, en raison de ses convictions religieuses dévoyées. Doyle Davidson assista également au procès et déclara qu'il considérait les maladies mentales comme une forme de possession démoniaque. Il affirma par ailleurs que, bien que Dina et John fussent des fidèles de son église, il ne les connaissait pas vraiment, ce qui paraît pour le moins surprenant, puisque les relevés téléphoniques montrent que John et Doyle s'étaient parlé à plusieurs reprises ce jour-là. Face à l'indignation suscitée dans l'opinion publique, l'émission télévisée de Doyle fut déprogrammée partout, à l'exception de la région de Dallas-Fort Worth. Cela ne changea toutefois pas grand-chose car, au moment des faits rapportés ici,
le ministère de l'eau vive restait actif sur plusieurs plateformes. Le psychologue Dave Self examina Dina après son arrestation. Elle lui expliqua qu'elle regardait les informations lorsqu'un reportage angoissant fut diffusé, l'histoire d'un garçon attaqué par un lion. Dina interpréta cet événement comme un signe annonciateur de l'Apocalypse. Elle déclara ensuite avoir entendu la voix de Dieu lui ordonner de couper les mains de sa fille. Elle était convaincue qu'un esprit maléfique nommé Jézabel contrôlait entièrement Maggie et affirma avoir accompli ce qu'elle considérait comme son devoir. Dave Self conclut que Dina souffrait d'une psychose postpartum. Le premier procès se termina sur l'incapacité du jury à parvenir à un verdict. En avril 2006, Dina fut finalement déclarée pénalement non responsable en raison de troubles mentaux. Elle fut internée à l'hôpital psychiatrique public du nord du Texas, à Vernon, où elle dut rester jusqu'à ce qu'elle ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui. John fit ensuite l'objet d'une évaluation psychologique, après que leurs 2 autres enfants eurent été placés en famille d'accueil par les services de protection de l'enfance. Le diagnostic conclut qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique, et il fut établi qu'il n'avait pas su protéger ses filles de leur mère. Les services sociaux autorisèrent John à récupérer la garde de Brianna et Kelsey, à condition que sa sœur vive sous le même toit. John accepta ces conditions et divorça par la suite de Dina. Le 6 novembre 2008, le juge du comté, Chris Holdner, annonça que Dina serait remise en liberté sous surveillance ambulatoire. Dans le cadre de cette décision, elle devait consulter un psychiatre 1 fois par semaine, suivre un traitement médicamenteux approuvé par un médecin et s'abstenir de tout contact non encadré avec ses enfants. En cas de non-respect de ces obligations, le juge se réservait le droit de l'interner à nouveau. C'est précisément ce qui se produisit. En avril 2010, Dina fut admise à l'hôpital psychiatrique public de Terrell, après que des pompiers de Richardson, au Texas, l'eurent aperçue errant dans la rue à 2 heures du matin, dans un état manifestement préoccupant. Elle hurlait et chantait des hymnes religieux à tue-tête. Elle fut ensuite relâchée et replacée sous surveillance ambulatoire. Dina resta hors de la vue du public jusqu'en 2012, lorsqu'un client d'un magasin Walmart reconnut le visage d'une caissière qui lui semblait étrangement familier. Il s'agissait bien de Dina, qui fut licenciée dans les heures qui suivirent. Une chaîne de télévision de Dallas révéla par la suite qu'elle travaillait sous son nom de jeune fille. L'information se propagea rapidement sur Internet, provoquant l'indignation de nombreux habitants de la région, choqués que Walmart ait pu embaucher une femme impliquée dans un crime aussi effroyable. En décembre 2020, Dina fut de nouveau condamnée à une hospitalisation en établissement psychiatrique. John et ses filles poursuivirent ce qui semblait être une vie ordinaire au Texas. Le 13 décembre 2014, John épousa une femme prénommée Michelle. Sa fille cadette, Kelsey, se maria en 2021 et sa sœur aînée, Brianna, fut l'une de ses demoiselles d'honneur. Le 1er octobre 2022, John Schlosser fut victime d'un infarctus grave et admis en soins intensifs. Il décéda 2 jours plus tard, le 3 octobre, après l'arrêt des appareils de réanimation. Ses funérailles eurent lieu le 8 octobre à la First Baptist Church de Weatherford. Ses cendres furent dispersées en mer lors d'une croisière en décembre, un voyage initialement prévu pour célébrer le 8e anniversaire de mariage du couple. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, sa femme écrivit « John Schlosser, tu es si proche aujourd'hui. J'ai dispersé tes cendres au-dessus de l'océan que tu aimais tant. Tu es ici maintenant. Mon cœur est brisé, mais en même temps, je ressens une grande paix. Je t'aime, tu me manques, navigue mon amour, à toi pour toujours. Mon... » Mariana Fonseca est récemment apparue sur les écrans, impliquée dans une affaire criminelle retentissante qui a profondément bouleversé les habitants du Portugal, ce pays baigné de soleil. À première vue, Mariana semble être une jeune femme douce et inoffensive. Pourtant, selon un expert en comportement humain, ses émotions et son langage corporel trahissaient une volonté délibérée de dissimuler certains aspects de sa personnalité. La charmante ville touristique d'Albufeira figure parmi les lieux les plus fréquentés de la région de l'Algarve, dans le sud du Portugal. C'est là que naquit, en 1999, l'un des protagonistes de notre récit, Diogo Gonçalves. Fils unique de parents modestes mais travailleurs, il grandit dans une famille dont les revenus dépendaient directement du tourisme.
Ceux qui connaissaient Diogo le décrivaient comme un jeune homme poli, responsable, fiable et, en même temps, très sociable. Il appréciait passer son temps libre entouré de ses proches et fuyait la solitude. Après avoir achevé ses études secondaires dans sa ville natale, il entreprit des études d'informatique. Pour financer sa formation et aider ses parents, le jeune homme obtint, à l'âge de 16 ans, un emploi chez McDonald's en 2015. Vers l'âge de 17 ans, la vie de Diogo prit un tournant aussi brutal qu'inattendu. Un jour apparemment ordinaire, son père fut hospitalisé après avoir été victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Il resta ensuite dans un état végétatif pendant un certain temps. Peu de temps après, une seconde tragédie frappa le jeune homme. Sa mère fut mortellement renversée par une voiture. Le véhicule la traîna sur plusieurs mètres et elle succomba à ses blessures. Bien que le conducteur ait pris la fuite, la police parvint à l'identifier et il fut finalement poursuivi en justice. En plus d'une peine de prison, il fut condamné à verser une indemnisation à la famille de la victime. Face à la détresse de Diogo, sa tante maternelle lui proposa de venir vivre chez elle. Mais, peu après son arrivée, des désaccords éclatèrent entre eux. Leur cohabitation devint vite intenable. Le jeune homme s'adressa alors aux parents d'un ami proche, qui acceptèrent de lui louer une petite chambre dans une maison voisine. Malgré son jeune âge, Diogo parvint à surmonter ces épreuves grâce à son optimisme et à sa force intérieure. En 2017, Diogo acheva la première phase de sa formation en technologie de l'information. Il obtint ensuite un stage de 6 mois dans un centre de bien-être touristique de renom, la Villa Vita Park. Son ardeur au travail surprit agréablement la direction, qui lui proposa peu après un poste d'informaticien à temps plein. Le jeune homme entra ainsi dans une nouvelle étape de sa vie, nourrissant des espoirs et des projets d'avenir pleins de promesses. Dans ce nouvel environnement professionnel, Diogo entretenait de bonnes relations avec ses collègues. Parmi eux se trouvait une autre protagoniste de cette histoire, une jeune femme qui attira particulièrement son attention, Maria Malveiro. Âgée d'environ 19 ans, elle exerçait la fonction d'agente de sécurité au sein du centre. Maria venait également d'un milieu modeste et, comme Diogo, elle avait dû surmonter de nombreuses difficultés. Sa mère souffrait de troubles psychiques, et son père les avait abandonnés lorsqu'elle n'était encore qu'une petite fille. Depuis ce jour, ils n'avaient pratiquement plus eu de contact. Passionnée par les arts martiaux, Maria pratiquait le karaté depuis plusieurs années. Elle rêvait de devenir policière, mais sa candidature à l'académie fut rejetée en raison de ses tatouages, jugés incompatibles avec l'image attendue d'un agent des forces de l'ordre. Cette décision la poussa à s'orienter vers une entreprise de formation d'agents de sécurité. Diogo semblait manifestement attiré par elle. Néanmoins, Maria ne se précipita pas pour lui témoigner de la réciprocité. Un ami proche de Diogo affirmait que le jeune homme était littéralement épris de Maria. Selon lui, il en était si obsédé qu'il avait même décliné une offre d'emploi prometteuse dans un autre hôtel situé à Lisbonne. Il ne voulait tout simplement pas s'éloigner d'elle. Diogo tenta pendant longtemps de gagner l'attention de sa collègue. Il l'invitait à se promener, l'emmenait au restaurant et lui apportait même des plats faits maison. Rapidement, tout leur entourage pensa que les deux finiraient par former un couple. Pourtant, ils n'eurent jamais de véritable relation amoureuse. Un jour, Maria alla jusqu'à dire qu'elle ne souhaitait rien avoir à faire avec ce garçon un peu trop insistant. Malgré tout, Diogo ne perdit pas espoir. Il chercha sans relâche à rester proche de Maria et, autant que possible, à lui faire plaisir par de petites attentions. Mais au bout d'un moment, il fut profondément blessé. Cela se produisit lorsqu'il tomba sur une vidéo montrant Maria en train d'embrasser passionnément une autre fille. Ce fut un choc pour lui. Il estimait que Maria aurait dû lui dire qu'elle était attirée par les femmes, car cela aurait éclairé leur situation. Malgré cette déception, ils continuèrent à se voir. Maria, quant à elle, n'hésitait pas à accepter les cadeaux de Diogo ni à sortir avec lui comme auparavant. En décembre 2019, Maria déclara envisager un changement de poste. Elle en avait assez de supporter les remarques répétées de ses collègues, qui portaient souvent sur sa vie privée. Elle ajouta souhaiter passer un maximum de temps auprès de sa mère, dont la santé était fragile. À ce moment-là, Diogo n'avait aucun motif de douter des intentions de sa petite amie. Cependant, les événements suivants suggérèrent que sa décision de quitter le centre touristique n'avait peut-être pas été entièrement spontanée. Elle pourrait même avoir été motivée par certains désirs de Maria. C'est alors qu'apparut un troisième personnage dans l'histoire.
Mariana Fonseca, âgée de 23 ans. Infirmière à l'hôpital de Lagos, elle partageait depuis quelque temps la vie de Maria. Elle vivait dans la maison des parents de Mariana, faute de moyens pour acquérir leur propre logement. Dans ce contexte, Maria et sa compagne apprirent que Diogo venait de recevoir une indemnisation d'environ 70 000 euros, suite au décès tragique de sa mère. Dès ce moment, Maria modifia son comportement envers Diogo et commença à lui accorder une attention soutenue. Tout indiquait que Maria avait partagé l'information concernant l'argent de Diogo avec Mariana et que, ensemble, elles avaient élaboré un plan pour le voler en accédant à ses comptes bancaires. Un jour, Maria annonça à Diogo qu'elle souhaitait passer une soirée romantique avec lui. Cette nouvelle bouleversa le jeune homme de 20 ans. Il n'arrivait littéralement pas à y croire. Après tant d'attentes et de refus, l'idée que son amour soit enfin réciproque le submergeait d'émotions. Le rendez-vous fut fixé au vendredi soir, le 20 mars 2020. Diogo se réjouissait à cette perspective. Il était tellement aveuglé par l'espoir qu'il ne se posa même pas de questions sur les raisons du brusque changement d'attitude de Maria. En arrivant chez lui, Maria lui offrit un jus d'orange qu'elle avait elle-même apporté. Cette boisson contenait déjà un ingrédient secret, du diazépam. Ce sédatif agit rapidement sur le système nerveux, provoquant une forte somnolence. Selon les informations disponibles, c'est Mariana qui aurait suggéré l'usage de cette substance. Elle l'aurait dérobée à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Le plan des deux jeunes femmes consistait à endormir Diogo, puis à accéder à ses comptes bancaires en utilisant la reconnaissance faciale et les empreintes digitales pour déverrouiller son téléphone et lancer l'application bancaire. Pendant que Maria enclenchait la première phase de leur plan, Mariana attendait en contrebas, installée dans sa voiture. Elle envoyait régulièrement des messages à son ami pour savoir si le sédatif avait commencé à faire effet. Pendant ce temps, dans l'appartement de Diogo, l'atmosphère se tendait. Le jeune homme, sentant que quelque chose clochait, commençait à s'énerver. Voyant cela, Maria tenta de le rassurer en lui proposant une danse sensuelle. Sous ce prétexte, elle parvint à l'attacher à une chaise. Après plusieurs minutes, Diogo, submergé par la panique, supplia Maria de le détacher, mais elle resta impassible. Peu après, il essaya de se libérer en soulevant la chaise, mais Maria, usant de ses compétences en arts martiaux, le fit basculer au sol. Une fois celui-ci à terre, elle posa ses mains sur son cou, entravant sa respiration et l'empêchant de respirer normalement. Aux alentours de ce moment, Maria invita Mariana à monter dans l'appartement. En entrant, Mariana trouva Diogo toujours étendu au sol. Lorsqu'elle demanda des explications, Maria répondit que tout ne s'était pas déroulé comme prévu et que Diogo s'était mis à se débattre. Consternée par son absence de réaction, Mariana tenta de le ranimer. Dès qu'il reprit connaissance, Diogo se précipita vers l'une des deux femmes. Maria le maîtrisa immédiatement en le replongeant au sol et en lui comprimant le cou. Quelques minutes plus tard, Diogo succomba. Sans perdre une seconde, Maria et Mariana mirent leur plan à exécution. Elles sectionnèrent d'abord le pouce et l'index de Diogo pour accéder à ses doigts biométriques et déverrouiller son téléphone. Peu après, elles réussirent à pénétrer dans son application bancaire. Prévoyant qu'il devait se rendre au travail le lendemain, elles contactèrent ses collègues, affirmant qu'il avait besoin d'un remplaçant. Le stratagème échoua toutefois. Elles n'avaient pas pris en compte le professionnalisme inébranlable de Diogo, toujours ponctuel et fidèle à ses horaires. Ses collègues, inquiets, prirent contact avec lui pour s'assurer de son état. Réponse donnée. Il allait bien. Leur conversation avec les collègues se prolongea quelque temps. Le message envoyé depuis le téléphone de Diogo à son patron déclarait qu'il avait rencontré quelqu'un et envisageait de déménager avec elle en France. Le patron jugea cette information non seulement étrange, mais également peu plausible, connaissant le sérieux exemplaire de Diogo. Il estima qu'il était hautement improbable qu'il abandonne son travail du jour au lendemain. Finalement, le tuteur légal tenta de joindre Diogo par téléphone, mais ses appels restèrent sans réponse. Quelques minutes plus tard, le patron reçut un nouveau message indiquant que le jeune homme ne pouvait pas répondre. Malgré tout, le tuteur insista, affirmant qu'il serait plus rassuré s'il pouvait s'en entretenir. Aucune réponse ne suivit. Au bout d'un temps, les deux complices, lassés de se faire passer pour Diogo, changèrent de stratégie. Elles prirent la décision de faire croire que le jeune homme s'était donné la mort. Elles placèrent le corps dans un grand sac poubelle, puis l'enfermèrent dans le coffre de sa voiture. Elles se rendirent ensuite au distributeur automatique le plus proche, situé dans un centre commercial,
et retirèrent une partie de ces fonds pour effectuer quelques achats. Les caméras de surveillance du centre commercial les filmaient, les montrant heureuses et insouciantes. De retour chez elles, elles entamèrent la découpe du corps. Elles placèrent le torse dans un sac et déposèrent le reste dans un conteneur poubelle. Pendant ce temps, les collègues de Diogo alertèrent les autorités locales pour signaler sa disparition. Les policiers respectèrent le délai réglementaire de 48 heures avant de déclarer sa disparition officielle. Après avoir dissimulé les restes de Diogo, les deux complices chargèrent le corps dans le véhicule de la victime et prirent la route vers une falaise près de Sagres. Maria conduisait la voiture de Diogo, tandis que Mariana la suivait dans la sienne. Vers 14 heures, elles précipitèrent le corps du haut de la falaise. Puis, elles abandonnèrent le véhicule non loin, dans l'espoir de laisser croire à un suicide. Cependant, elles n'avaient pas prévu que le corps resterait accroché à une corniche, au lieu de tomber dans la mer. Par la suite, les deux femmes parcoururent environ 7 kilomètres avec la voiture de Mariana. Arrivées près d'une cascade à Tavira, elles y jetèrent les restes du jeune homme. Peu après, la voiture de Diogo fut retrouvée sur un parking situé à proximité du phare de Cabo São Vicente. Selon un article paru dans la presse locale, plusieurs ordinateurs portables et autres effets personnels de la victime se trouvaient à l'intérieur. Les policiers se rendirent rapidement sur les lieux. Après inspection, ils découvrirent le torse de Diogo. Un couple de touristes, un peu plus loin le long de la côte, retrouva sa tête. Les autres membres furent repêchés au terme de recherches approfondies. Les enquêteurs, troublés par ces circonstances inhabituelles, jugèrent que la mort présentait des aspects suspects. De plus, le profil de Diogo correspondait à celui d'un jeune homme posé, équilibré, sans aucun lien avec des milieux criminels ou douteux. En poursuivant leur enquête, les policiers ont appris que Diogo avait perçu une indemnisation à la suite du décès de sa mère. En analysant les mouvements de fonds, les enquêteurs ont découvert qu'une somme importante avait été transférée depuis le compte du jeune homme. Il s'est avéré que les fonds avaient été envoyés à Maria. Les enquêteurs ont alors décidé de s'entretenir avec la jeune femme afin de comprendre pourquoi l'argent de Diogo se retrouvait sur son compte. Bien entendu, elle ne s'attendait pas à ce que les autorités remontent aussi rapidement jusqu'à elle. Maria n'a même pas tenté de se soustraire à l'enquête et a immédiatement déclaré avoir tué le jeune homme, affirmant qu'il avait tenté de la contraindre à avoir des relations sexuelles. Selon elle, il la harcelait continuellement. C'est apparemment pour cette raison qu'elle avait dû changer d'emploi. Cependant, après vérification des messages échangés entre les deux jeunes gens, il est apparu clairement que Maria mentait. Par la suite, la jeune femme a affirmé assumer l'entière responsabilité de la planification et de l'exécution des actes criminels commis à l'encontre de Diogo. Elle a insisté sur le fait que sa compagne n'avait aucun lien avec ce crime. Néanmoins, la version de Mariana contredisait celle de Maria. Selon ses déclarations, Maria lui avait confié son intention de dérober une somme importante à son ami. Toutefois, elle n'avait pas l'intention de le tuer. Elle souhaitait uniquement accéder à ses comptes bancaires. Quoi qu'il en soit, les preuves recueillies par les enquêteurs se sont révélées suffisantes pour inculper les deux jeunes femmes. Finalement, en avril 2020, elles ont été arrêtées. En juin de la même année, elles ont comparu pour la première fois devant le tribunal. Les représentants du système judiciaire ont examiné attentivement la chronologie des faits après avoir entendu les témoignages des deux accusés. Maria a continué à soutenir que sa compagne n'était en rien impliquée dans les événements. Selon ses propos, c'est elle qui avait tué Diogo avant de découper son corps dans le garage. Après avoir entendu les déclarations de la jeune femme, le juge a demandé à plusieurs reprises où se trouvait Mariana au moment des faits. Il doutait que Maria, qui ne possédait aucune compétence particulière, ait pu, à elle seule, découper le corps de la victime. En d'autres termes, le magistrat était convaincu que c'était Mariana qui s'en était chargée, car elle exerçait la profession d'infirmière et disposait de connaissances médicales. Maria a répondu qu'à notre époque, même ce type d'information était facilement accessible sur Internet. Au cours de l'audience, il a également été révélé que Maria échangeait des messages avec l'une des collègues de Diogo. Cette dernière avait informé la jeune femme que la police avait retrouvé la voiture du jeune homme ainsi que certaines parties de son corps. Par ailleurs, la collègue lui avait demandé si elle savait qui aurait pu vouloir du mal à Diogo. Maria avait alors répondu que cela pouvait être sa tante. Finalement, le juge chargé d'interroger les accusés a décidé de placer les deux jeunes femmes en détention provisoire. Elles sont restées impassibles
et se sont contentés de demander à être incarcérés dans le même établissement pénitentiaire. En février 2021, le procès principal a débuté. Lors de sa nouvelle audition, Maria a confirmé ses précédentes déclarations, affirmant qu'elle avait agi par esprit de vengeance envers le jeune homme qui aurait tenté de la contraindre à entretenir des relations intimes avec lui. Selon la jeune femme, elle n'avait cependant jamais eu l'intention de le tuer. Il convient de préciser qu'avant l'ouverture du procès, Maria et Mariana ne s'étaient pas revues depuis 6 mois. En effet, contre leur volonté, elles avaient été incarcérées dans des établissements pénitentiaires différents. Des rumeurs circulaient selon lesquelles, après leur arrestation, les 2 jeunes femmes avaient mis fin à leur relation amoureuse. Cela semblait vraisemblable. En mars de la même année, Maria a modifié sa version initiale des faits. Profitant de l'absence de sa compagne, elle a déclaré avoir agi sur ses instructions. D'après elle, c'était Mariana qui était à l'origine du crime et qui avait eu l'idée d'endormir Diogo à l'aide de diazépam. Maria a expliqué qu'elle avait voulu la protéger par amour, mais qu'elle n'avait désormais plus aucune raison de mentir. Dans ses nouveaux témoignages, elle a affirmé que Mariana lui avait ordonné de comprimer le cou de Diogo lorsqu'elle s'était rendue compte que le sédatif n'avait pas fait effet. Mais au lieu de perdre connaissance, le jeune homme avait cessé de respirer. Maria a également déclaré qu'elle avait alors demandé à Mariana de le ranimer en mettant à profit ses connaissances médicales. Celle-ci s'était exécutée. Maria serait ensuite sortie de la pièce pendant un court instant et à son retour, Diogo était déjà mort. Toujours selon ses dires, Mariana l'aurait alors prise dans ses bras en lui disant que plus rien ni personne ne viendrait désormais les séparer. Par cette nouvelle version des faits, Maria a clairement tenté de faire endosser à Mariana l'entière responsabilité du meurtre de Diogo ainsi que de la préméditation du crime. Le 27 avril 2021, le tribunal a rendu son verdict préliminaire. Maria a été reconnue coupable de meurtre avec circonstances aggravantes, de vol, de fraude, de vol de véhicule, ainsi que d'une série d'autres infractions. Elle a été condamnée à une peine de 25 ans de réclusion criminelle. Par ailleurs, elle a été contrainte de verser une importante indemnité au père de la victime. Mariana, quant à elle, a été acquittée de l'accusation de meurtre, mais reconnue coupable de profanation de cadavres et de fraude. Elle a finalement été condamnée à 4 ans d'emprisonnement. Toutefois, elle a été remise en liberté, aucun des faits retenus contre elle ne justifiant une mesure de détention provisoire. De plus, le tribunal a estimé que la tentative de réanimation de Diogo de la part de Mariana indiquait qu'elle n'avait pas eu l'intention de lui ôter la vie. Dans son jugement, la Cour a également pris en compte les aveux initiaux de Maria, par lesquels elle assumait l'entière responsabilité de ses actes. Il convient de souligner que cette décision de justice a été largement critiquée par l'opinion publique portugaise. Une partie importante de la population estimait que Mariana, à l'instar de Maria, méritait la peine la plus sévère. Après le prononcé du verdict, Mariana a quitté la salle d'audience par une porte dérobée. Son père l'attendait déjà à l'extérieur. Ce jour-là, elle n'a fait aucune déclaration publique au sujet de l'affaire. Seul son avocat a pris la parole, annonçant son intention de faire appel de la décision du tribunal. Dans une interview accordée à plusieurs chaînes de télévision locales, Mariana a déclaré qu'elle allait enfin pouvoir dormir la nuit. Elle a également présenté ses excuses aux proches de Diogo. À la suite de la diffusion de cet entretien, Alexandre Montero, expert en comportement humain, a publié une vidéo dans laquelle il analysait le langage corporel de la jeune femme. Selon lui, ses émotions, ses gestes et son attitude ne correspondèrent pas au contenu de ses propos. Il a également souligné qu'il est parfois difficile pour certaines personnalités manipulatrices de dissimuler le plaisir et le sentiment de supériorité qu'elles peuvent éprouver dans de telles circonstances. Peu de temps après, Mariana a tenté de reprendre son poste à l'hôpital de Lagos, mais l'administration de l'établissement médical le lui a refusé. Offusquée par la décision de la direction, qui l'avait licenciée pour absences injustifiées, elle a exigé une indemnisation et a engagé une procédure devant le Conseil de prud'homme, invoquant un licenciement abusif. En avril 2022, la Cour d'appel a confirmé que l'hôpital devait lui verser une indemnité de 30 000 €. Quelques mois auparavant, le nom de Maria avait de nouveau refait surface dans les médias locaux. Les faits se sont déroulés le 21 décembre 2021. Une jeune femme, condamnée à 25 ans de réclusion criminelle, a été retrouvée morte dans sa cellule au sein de l'établissement pénitentiaire. Cette découverte a vivement surpris les surveillants.
Selon leurs déclarations, ce jour-là, Maria n'avait pas quitté son quartier et ne s'était même pas présentée au petit déjeuner. Lorsqu'ils se sont rendus à sa cellule pour s'en assurer, ils ont trouvé son corps suspendu à un drap noué aux barreaux extérieurs. Les surveillants ont immédiatement tenté de la réanimer, mais les efforts du personnel médical de la prison se sont révélés vains. Les médecins dépêchés sur place n'ont pu que constater le décès. Il a été établi que la jeune femme avait, quelque temps auparavant, demandé à être transférée dans un autre établissement pénitentiaire afin de se rapprocher de sa mère, mais sa demande avait été rejetée. Par la suite, son avocat a déclaré que Maria avait fait l'objet d'une évaluation psychologique. Selon les spécialistes, elle souffrait d'un état dépressif, manifestait une apathie persistante et refusait fréquemment de s'alimenter. En outre, elle était envahie par des pensées morbides récurrentes. Pour en revenir à la situation de Mariana, il convient de souligner que son avocat a bel et bien interjeté appel de la décision du tribunal dans l'objectif d'obtenir un allègement de peine. Dans le même temps, le père de Diogo a lui aussi formé un recours contre le jugement. Selon ses déclarations, l'ancienne infirmière était directement responsable de la mort de son fils et méritait une peine plus lourde. Il est difficile d'évaluer l'état psychologique du père de la victime. Rappelons qu'il avait été victime, quelques années auparavant, d'un accident vasculaire cérébral. D'après les informations disponibles, il a décidé de défendre lui-même ses intérêts devant la cour. Le droit pénal portugais le lui permettait, en l'autorisant à participer directement à la procédure. En juillet 2023, la cour d'appel a finalement rendu son arrêt. Mariana a été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle en tant que complice du crime. Dans les attendus de sa décision, la juridiction d'appel a estimé que les juges de première instance n'avaient pas été en mesure d'apprécier objectivement l'ensemble des éléments du dossier. Selon les magistrats, Mariana avait été présente lors de chaque acte illégal commis à l'encontre de Diogo et y avait pris une part active. À l'issue de l'audience, l'avocat de la jeune femme a annoncé son intention de se pourvoir en cassation et de demander l'ouverture d'un nouveau procès devant la Cour suprême. Avoir de l'influence, devenir célèbre, parcourir le monde, recevoir une éducation de qualité, rencontrer des personnes inspirantes, autant de rêves partagés par de nombreux jeunes ayant grandi à l'ère des réseaux sociaux et des technologies modernes. Daniela Patinho Ginestrosa incarnait parfaitement cette génération. Elle possédait de l'ambition, de l'intelligence et une volonté profonde de saisir toutes les opportunités pour s'épanouir. Pourtant, ce rêve ne s'est jamais réalisé. Daniela est née en 1997, le même jour que sa sœur jumelle, Sarah. Leur mère, Marta Inestrosa, et leur père, Elkin Patinho, vivaient dans la municipalité de Belo, située dans le département d'Antioquia, en Colombie. Les parents de Daniela ont travaillé sans relâche pour financer ses études universitaires en communication sociale et en journalisme. Martha occupait un poste de réceptionniste dans un petit hôtel, tandis qu'Elkin était assistant comptable dans une entreprise appelée Éducation sans frontières. À un certain moment, Elkin a perdu son emploi. Conscient de la situation, il a eu une conversation sérieuse avec Daniela et lui a expliqué que sa femme et lui ne pourraient plus assumer ses frais de scolarité. Daniela, qui avait toujours rêvé de devenir écrivaine, blogueuse, actrice ou journaliste, souhaitait également découvrir le monde. C'est sans doute pour cette raison qu'elle a décidé de chercher du travail à l'étranger, hors de son pays natal, la Colombie, afin de réunir suffisamment d'argent pour rentrer chez elle et terminer ses études universitaires. Ainsi, au début du mois de juillet 2018, elle a fait ses valises et, malgré sa méconnaissance de l'hébreu et d'autres aspects tout aussi essentiels, elle a entrepris un voyage en Israël. Selon certaines sources, ce voyage aurait été en partie financé par une amie. Du moins, c'est ce qu'elle a affirmé à ses parents avant de partir. Pendant 9 mois, Daniela a vécu dans la ville de Givatayim, située dans le district de Tel Aviv, au cœur de l'agglomération de Gush Dan. Durant son séjour en Israël, elle a enregistré de courtes vidéos pour YouTube et publié des photos, principalement prises sur les plages locales. On sait que pendant cette période, Daniela a travaillé dans un restaurant pour économiser suffisamment d'argent afin de payer le semestre et atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé avec sa sœur jumelle, Sarah, aider leurs parents à faire face à la situation. La jeune fille ne rentre en Colombie qu'en avril 2019. Martha et Elkin s'attendaient à ce qu'elle reprenne ses études. Cependant, au cours des derniers mois, les projets de leur fille avaient radicalement changé. Désormais, Daniela n'a plus qu'une idée en tête: partir en Espagne.
Ses parents n'étaient évidemment pas favorables à cette idée, d'autant plus qu'ils désapprouvaient le fait qu'elle ne poursuive pas ses études. Malgré leur réticence, ils ont fini par céder, estimant que l'expérience de Daniela en Israël avait été positive. Toutefois, à l'approche de la date de départ, ils commencent à s'inquiéter du manque d'informations concernant le voyage. Daniela a alors 22 ans, mais ses parents restent préoccupés par sa sécurité. De surcroît, le fait de ne pas connaître la personne qui l'a invitée en Europe leur inspire une vive appréhension. Pourtant, la jeune fille les rassure autant qu'elle le peut, répétant qu'ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Le jeudi 15 août 2019, la veille de son départ, Martha et Daniela se promènent dans le centre de Medellín et font quelques achats. Tout semble se dérouler normalement, mais certaines choses préoccupent les deux femmes. D'abord, elles s'interrogent sur la décision de repartir si rapidement, prise de façon apparemment impulsive. Ensuite, le comportement de Daniela les inquiète. Elle n'a jamais communiqué les informations relatives à son vol et a refusé d'être accompagnée à l'aéroport. À la veille du départ, les zones d'ombre demeurent. Aucun détail précis concernant le vol, aucune information sur la personne censée accueillir Daniela à l'aéroport, ni sur l'heure à laquelle elle prévoit de rentrer chez elle. De plus, la jeune fille a dit à son père qu'elle préférait prendre un taxi afin qu'il n'ait pas à rentrer tard le soir. Elkin a insisté pour obtenir le numéro de vol afin de l'aider à s'enregistrer, mais Daniela a refusé, affirmant que son ami s'en était déjà occupé. Toutes ces incohérences trottent dans l'esprit des parents. Un pressentiment leur murmure que quelque chose cloche, mais ils sont loin d'imaginer le drame qui s'apprête à se jouer. Quelques heures plus tard, Daniela envoie des photos prises à l'aéroport. On la voit dîner seule. Selon certaines sources, son vol était prévu pour 19 heures, mais il a été légèrement retardé. Après le départ supposé, Martha et Elkin se couchent, mais leur sommeil est interrompu à l'aube par un message vidéo de Daniela, reçu sur leur téléphone portable. Comme le vol vers l'Espagne devait durer au moins 9h30, ils comprennent immédiatement que quelque chose ne va pas. Inquiets, ils demandent à leur fille où elle se trouve. Daniela leur répond qu'à la dernière minute, son amie lui a annoncé que leur plan avait changé et qu'elle devait désormais se rendre au Guatemala. C'est à ce moment-là que leur cauchemar commence. Le premier jour de son voyage, Daniela cesse de communiquer avec ses parents. Peu de temps après, elle leur envoie une autre vidéo. Elle semble heureuse. Mais cette apparente sérénité est de courte durée. 2 jours seulement après son arrivée dans le pays, une série d'événements inquiétants commence, menaçant la vie de toute sa famille. Un nouveau message de Daniela brise toutes les illusions. Elle révèle que le prétendu emploi n'était qu'une escroquerie et qu'elle est tombée entre les mains d'un réseau de traite des personnes. À ce moment-là, ses ravisseurs exigent 1 million de pesos colombiens, soit 251 $, en paiement des frais de vol. S'ils n'obtiennent pas l'argent, ils menacent de la tuer. Terrifiée, Daniela supplie ses parents de contacter la police. Mais ceux-ci lui expliquent qu'il est peu probable qu'ils puissent faire quoi que ce soit de réellement efficace depuis la Colombie pour la tirer de là. Martha et Elkin décident néanmoins d'emprunter la somme nécessaire auprès de leurs proches afin de libérer leur fille des griffes des criminels. Les messages de Daniela affluent sans relâche. Elle insiste sur le fait qu'elle ne pourra s'échapper que si ses parents envoient immédiatement l'argent. Pire encore, elle affirme que non seulement sa vie est en danger, mais que la leur l'est aussi. D'après elle, elle est détenue par des individus extrêmement dangereux, capables de s'en prendre à tous ceux qu'elle aime, où qu'ils se trouvent dans le monde. Désespérée par le manque d'argent, Daniela envoie à ses parents sa localisation. Elle leur dit que, si elle est tuée, ils devront prendre l'avion pour venir récupérer son corps. À un certain moment, Elkin parvient à réunir la somme nécessaire et l'envoie. Peu après, il reçoit un autre message de sa fille. Elle affirme avoir réussi à échapper à ses ravisseurs. Pourtant, Daniela ne fournit aucun détail sur la manière dont elle a quitté le Guatemala, un pays où le nombre de victimes de réseaux criminels impliqués dans la traite des personnes a augmenté de 30% ces dernières années. Selon le Bureau du médiateur des droits de l'homme du Guatemala, environ 600 cas d'enlèvement ont été signalés l'année dernière. Cependant, certaines estimations suggèrent que le nombre réel de victimes pourrait être bien plus élevé, car toutes ne survivent pas ou ne parviennent pas à demander de l'aide à la police. Mais revenons à l'histoire de Daniela. Les heures qui suivent restent entourées de mystères. Soudainement, elle réapparaît comme par miracle à Playa del Carmen, une station balnéaire située dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Pourtant, personne ne sait comment elle a réussi à parcourir une telle distance.
Aucune réponse n'a été apportée aux questions essentielles. Quelqu'un l'a-t-il aidée? Était-elle recherchée? Comment a-t-elle obtenu l'argent pour traverser la frontière? Daniela n'a jamais répondu à ces questions et, jour après jour, son comportement devient de plus en plus énigmatique et fuyant. Au début du mois de septembre 2019, Daniela annonce à sa famille qu'elle a retrouvé un ami qu'elle avait connu en Israël. Elle explique que, grâce à cette personne, elle a pu s'installer dans un hôtel où elle prévoyait de rester jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi et économise suffisamment d'argent pour rentrer en Colombie. Pendant son séjour au Mexique, Daniela reste en contact quotidien avec ses parents, les rassurant constamment sur son état. Elle leur envoie même des vidéos dans lesquelles Martha et Elkin la trouvent relativement sereine. Daniela raconte notamment qu'elle a visité le musée Frida Kahlo, l'une de ses artistes préférées. Mais ce calme est de courte durée. Soudainement, la jeune fille cesse tout contact, et ses parents ressentent à nouveau ce pressentiment oppressant. Quelque chose est arrivé à Daniela. Leur crainte se confirme le 13 septembre 2019, lorsque Martha reçoit un appel en provenance du Mexique. À l'autre bout du fil, une voix masculine se présente comme un ami proche de Daniela. Il affirme que la jeune fille a quitté sa chambre d'hôtel il y a 3 jours et n'y est jamais revenue. Il est établi que Daniela n'avait pas l'intention de partir en voyage. De plus, elle a laissé tous ses documents à l'hôtel. Ces éléments laissent craindre qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Désespérés, les parents de Daniela sollicitent l'aide des autorités colombiennes. Depuis, ils ont perdu toute tranquillité, et presque toutes les portes auxquelles ils ont frappé pour obtenir de l'aide sont restées closes. Ils contactent d'abord le ministère public de Medellín et le bureau du médiateur, mais on leur répond simplement que l'affaire ne relève pas de leurs compétences. Martha commence alors à chercher désespérément sa fille sur les réseaux sociaux. Elle est si persistante que ses messages concernant la disparition de Daniela deviennent viraux. Finalement, la recherche aboutit. Un soir, un message glaçant apparaît sur le profil de Martha. Elle reçoit une photo du bras de Daniela, sur lequel est tatoué le mot « innommable ». L'expéditeur du message demande à Martha si elle peut confirmer qu'il s'agit bien du bras de sa fille. Martha répond par l'affirmative. À partir de ce moment, elle sombre dans l'hystérie. En scrutant la photo de plus près, elle reconnaît la carnation de Daniela et comprend instantanément que sa fille est morte. Le rapport de police indique que le corps de la jeune fille a été retrouvé sur l'un des boulevards les moins fréquentés de Playa del Carmen. La macabre découverte a été signalée par des passants. Au début, les policiers municipaux ont cru qu'il s'agissait d'un homme déguisé en femme. Mais l'autopsie a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une jeune fille. Compte tenu des éléments retrouvés sur les lieux du crime présumé, la police conclut que la jeune fille a été tuée ailleurs et que son corps, enveloppé dans un drap, a été abandonné sur le boulevard. Lors du transfert du corps de Daniela au service de médecine légale, il est constaté que sa mort a été causée par une blessure par balle. Peu après le début de l'enquête, les autorités mexicaines annoncent l'arrestation d'un suspect. Il s'agit d'un homme connu sous le surnom de El Pantera, présenté comme le chef d'un groupe criminel et également comme l'assassin présumé de Daniela. L'arrestation est effectuée par les autorités de Cancún. Par la suite, le procureur du secrétariat de la sécurité publique de l'État de Quintana Roo l'inculpe de crimes contre la vie humaine. En rapportant les activités illégales d'El Pantera, les autorités indiquent qu'il était le chef d'une cellule criminelle locale affiliée à un groupe appelé Los Pelones. La police commence à s'intéresser à lui pour la première fois en janvier 2019, lorsqu'il a ouvert le feu sans discernement sur un groupe de personnes dans un quartier de la ville. La principale raison de son arrestation réside dans les messages de menaces et d'extorsion qu'il avait envoyés à Daniela. Au moment de son interpellation, El Pantera est en possession de plusieurs armes à feu ainsi que de sacs contenant des substances illicites. Le groupe Los Pelones, déjà mentionné, a débuté ses activités criminelles à Cancún et dans d'autres stations balnéaires bordant la mer des Caraïbes au début de l'année 2017. C'est à cette période que ses membres ont pris le contrôle du trafic de drogue et d'autres activités illégales, dont la traite des personnes. Il convient de souligner que la traite des personnes au Mexique revêt des formes multiples et insidieuses. Selon un rapport publié en juin 2019 par une agence de presse influente, ces réseaux criminels emploient diverses stratégies pour recruter leurs futures victimes. Dans le cas des jeunes filles, comme Daniela, elles se voient promettre des emplois bien rémunérés à l'étranger. Mais en réalité, elles sont forcées de fournir des services sexuels. Quant aux femmes plus âgées, elles reçoivent des offres d'emploi domestique, mais les contrats se transforment rapidement en situation d'esclavage.
Il est également avéré que de jeunes hommes sont attirés par la perspective d'un avenir meilleur. Cependant, ils sont souvent contraints de travailler comme vendeurs de drogue ou d'autres substances illicites. Selon la même publication, le nombre record d'agressions physiques de toutes sortes, associé à une hausse des meurtres, est attribué à l'influence des groupes criminels. Depuis 2000, environ 70% des condamnations prononcées dans l'État de Mexico, l'un des plus peuplés du pays, concernent le trafic de personnes. Cependant, en raison du niveau élevé de dangerosité, la majorité de ces affaires a été transférée aux procureurs fédéraux. Par ailleurs, selon les statistiques fournies par le Secrétariat de la Sécurité publique, plus de 3000 femmes ont été victimes de traite entre 2015 et 2019. En outre, un rapport du Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes révèle qu'en 2019, au moins 9 femmes ont été assassinées chaque jour au Mexique. Le cas de Daniela a suscité une profonde inquiétude dans la société colombienne et a bouleversé l'opinion publique. Beaucoup ont vu en elle le reflet d'une génération de jeunes rêvant d'un avenir meilleur loin de leur pays d'origine. Comme Daniela, de nombreux Colombiens ont tragiquement perdu la vie sur le sol mexicain. Le cas de Wendy Patricia Bernal est sans doute le plus similaire. Selon le journal El Tiempo, en décembre 2018, Wendy s'est rendue au Mexique dans l'espoir de trouver un emploi et d'améliorer sa qualité de vie. Mais en mars 2019, son corps sans vie, criblé de balles, a été retrouvé à Playa del Carmen. Un autre crime atroce s'est produit en décembre 2017, lorsque le corps décapité de Joan Sebastián Espinosa Urrego a été découvert dans une rue de Cancún. Cette découverte a eu lieu peu de temps après que Joan, sa petite amie et 2 autres jeunes hommes ont été arrêtés par la police. Comme mentionné précédemment, Joan a été tué et les 3 autres ont disparu sans laisser de traces. Selon une enquête indépendante menée par le média numérique mexicain Proceso, un groupe influent composé d'anciens et d'actuels agents des forces de l'ordre serait à l'origine de ces crimes. Un autre drame a secoué la Colombie en 2015, lorsque les corps de 5 jeunes filles portant des marques évidentes de torture ont été retrouvés près d'une ferme mexicaine. Pour revenir aux événements entourant le cas de Daniela, il convient de préciser que ses parents ont non seulement dû endurer la douleur de la perte de leur fille, mais aussi affronter le pénible processus de rapatriement de sa dépouille. Les autorités mexicaines ont insisté sur le fait que les restes de la jeune fille ne se prêtaient pas à un transport prolongé, car ils étaient en état de décomposition avancée. Parallèlement, les proches de Daniela n'ont pas été autorisés à procéder à l'incinération, les restes pouvant encore être utilisés dans le cadre de l'enquête. Ce n'est qu'à la fin de l'automne 2019 qu'Elkin a pu se rendre au Mexique pour rapatrier les restes de sa fille. Mais ce voyage n'a pas été sans danger. Lui et sa femme ont reçu des messages menaçants de la part de membres d'un cartel mexicain, exigeant le paiement d'une prétendue dette contractée par Daniela. Après une série de démarches administratives éprouvantes, Elkin est finalement parvenu à rapatrier la dépouille de sa fille. À ce jour, la seule personne arrêtée reste El Pantera. Pourtant, les enquêteurs n'ont pas réussi à établir son implication directe dans le meurtre, laissant craindre que justice ne soit jamais rendue. En attendant, les proches de Daniela continuent de vivre avec le poids de son absence. Le 21 août 2016, Diana Kerr, âgée de 18 ans et originaire de Madrid, s'est rendue à une fête organisée dans la petite ville d'Apobra do Caramiñal, située dans la province de la Corogne. Vers 22h30, sa mère l'a déposée au parc municipal, où elle avait rendez-vous avec des amis. Le lendemain matin, la mère est entrée dans la chambre de sa fille pour la réveiller et lui demander comment s'était déroulée la soirée. Mais elle a constaté qu'elle n'était pas là. Elle a alors tenté de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Quelques heures plus tard, de plus en plus inquiète, elle a contacté la police et signalé la disparition de sa fille. Depuis ce jour, la jeune fille demeure introuvable, et cela depuis 497 jours. Vers midi, le 22 août, l'on a appris que Diana avait été vue pour la dernière fois vers 2h30 du matin, alors qu'elle marchait sur le quai en direction de son domicile. Sa dernière activité sur une messagerie instantanée a été enregistrée à 2h43. Selon sa mère, elle portait un short rose, un t-shirt blanc, un sweatshirt gris et des baskets noires. La mère a également précisé avoir parlé à sa fille pour la dernière fois à 1h21. Diana lui avait alors dit qu'elle resterait encore un peu à la fête. Le petit ami de la jeune fille, de son côté, a déclaré qu'elle lui avait écrit vers 2h30
en lui promettant de le contacter dès qu'elle serait rentrée chez elle. Cependant, quelques minutes plus tard, elle lui a de nouveau écrit pour lui dire qu'un homme l'avait interpellée en lui lançant « Brune, viens ici ». Diana l'a ensuite averti que son téléphone était déchargé, mais elle lui a promis de le rappeler dès qu'elle l'aurait rechargé. Après cela, elle n'a plus donné signe de vie. Le matin du 23 août, la police a officiellement lancé les recherches pour retrouver Diana. Les agents de police locaux, des bénévoles, ainsi que la famille et les amis de la jeune fille se sont immédiatement mobilisés pour participer à l'enquête. Peu après, ces photos ont commencé à circuler activement sur les réseaux sociaux. Les parents de Diana, déjà divorcés à ce moment-là, ont supposé que leur fille avait pu être enlevée. Sur cette base, ils se sont de nouveau tournés vers les autorités et ont demandé que la piste de l'enlèvement soit envisagée. Vers le milieu de la journée, des chiens ont été déployés pour participer aux recherches. Grâce à leur aide, les enquêteurs ont fouillé non seulement l'ensemble de la zone côtière, mais aussi la maison de vacances où la famille séjournait depuis 15 ans. La carte d'identité de Diana, ainsi que des vêtements, dont certains qu'elle portait peut-être la nuit de sa disparition, ont été retrouvés dans la maison. Cette découverte a semé le doute dans l'enquête, car la police ne pouvait exclure que la jeune fille y soit entrée avant d'en repartir. Afin de comprendre les causes possibles de sa disparition, les enquêteurs ont interrogé les voisins de la famille. Certains ont affirmé que Diana s'était disputée avec sa mère quelques jours auparavant. Toutefois, cette dernière a catégoriquement démenti ces propos, en assurant qu'il n'y avait jamais eu de conflit sérieux entre elle et sa fille. Pendant ce temps, les recherches se poursuivaient. Plus tard, les unités maritimes de la police et les services de protection civile sont venus les renforcer. 9 jours après la disparition de Diana, les enquêteurs ont écarté la thèse de l'enlèvement contre rançon, car personne n'avait contacté la famille pour formuler de telles exigences. Souhaitant recueillir un maximum d'informations, la police a analysé les données relatives aux appels téléphoniques de la jeune fille, ainsi que les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Par la suite, un groupe d'enquêteurs s'est rendu à Madrid, plus précisément dans la banlieue où vivait Diana, afin d'interroger son entourage. Tous ses camarades de classe ont également été entendus. Cependant, ces démarches n'ont abouti à aucun résultat. Peu de temps après, les recherches se sont étendues non seulement à l'ensemble de l'Espagne, mais aussi à d'autres pays européens. Lorsque la police a réussi à localiser la dernière position du téléphone portable de Diana, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Le signal semblait se déplacer à une vitesse relativement élevée. Ce phénomène a été observé plus particulièrement dans la zone du pont situé dans la ville de Rianxo. Cela a conduit à penser que la jeune fille avait pu monter dans la voiture de quelqu'un. Peu après, son téléphone s'est éteint et le signal a disparu. Sur la base de cette piste, la police a lancé un appel au public et a demandé que toute information susceptible d'aider l'enquête soit communiquée. 2 mois plus tard, le 27 octobre 2016, un pêcheur local a retrouvé le téléphone blanc de Diana. L'appareil se trouvait à quelques centaines de mètres seulement de l'antenne de téléphonie mobile qui avait capté les derniers signaux. Le lieu de la découverte était situé à environ 15 km de la ville où vivait la jeune fille, ce qui renforçait l'hypothèse initiale selon laquelle Diana aurait pu être contrainte de monter dans un véhicule et que son téléphone aurait tout simplement été jeté par la fenêtre. Il paraissait en tout cas très improbable que la jeune fille se soit volontairement débarrassée de son appareil. Cette découverte renforçait également les soupçons selon lesquels Diana ne connaissait pas la personne ou le groupe de personnes impliquées dans sa disparition. Plus tard, la police a commencé à examiner les autres téléphones qui se trouvaient à proximité au moment des faits. Parallèlement, les agents de la garde civile ont tenté de réparer le téléphone retrouvé. Malheureusement, l'appareil était resté trop longtemps dans l'eau, et bon nombre de ses composants étaient déjà corrodés. Plusieurs mois se sont écoulés. Comme aucune nouvelle piste n'émergeait, Interpol a été associé à l'enquête. L'on espérait que cela permettrait de retrouver Diana, si elle se trouvait effectivement hors d'Espagne. Le 6 juillet 2017, des experts indépendants sont finalement parvenus à restaurer l'accès aux données du téléphone de la jeune fille, données que les experts espagnols n'avaient pas osé extraire de peur d'endommager la mémoire interne de l'appareil. Cependant, les données de géolocalisation, ainsi que toutes les informations accessibles, n'ont fait que confirmer les éléments déjà connus. En d'autres termes, aucun nouvel appel, aucune nouvelle photo et aucun nouveau message n'ont été découverts. En raison de l'absence de nouvelles données, l'affaire a été pratiquement classée en septembre 2017. Mais à la fin du mois de décembre, un nouvel indice est apparu.
Une jeune fille originaire de la ville de Boireau s'est présentée à la police. Elle a raconté qu'un inconnu l'avait menacée avec un couteau et avait tenté de la forcer à monter dans sa voiture. La jeune fille a crié et des voisins sont intervenus pour lui porter secours. Finalement, l'agresseur a pris la fuite. Grâce aux témoignages recueillis, la marque du véhicule a pu être identifiée. Il s'agissait d'une Alfa Romeo 146, une petite berline 5 portes produite entre 1994 et 2001. Son conducteur s'est avéré être un homme de 41 ans nommé José Enrique Abouin. Son père était un ancien marin et sa mère travaillait dans le secteur des services. Lui-même était marié depuis plusieurs années et élevait une fille de 8 ans. José Enrique possédait déjà plusieurs condamnations à son casier judiciaire. L'une concernait la vente de substances interdites, une autre une agression physique commise contre un membre de sa famille. Peu de temps après, les policiers se sont rappelés qu'ils avaient déjà interrogé cet homme. Cependant, celui-ci avait affirmé qu'il se trouvait loin du lieu de la disparition de Diana. Après un nouvel incident le mettant en cause, les enquêteurs ont intensifié leurs investigations. C'est alors que José Enrique Abouin, également connu dans le milieu criminel sous le surnom de Chewing Gum, est devenu le principal suspect. Par la suite, il a été arrêté en compagnie de son épouse, Rosario Rodriguez, accusée de dissimulation de crime. Il s'est avéré que celle-ci avait auparavant fourni un faux alibi à son mari, affirmant qu'il avait passé toute la nuit avec elle. Après son arrestation, et sous la pression des enquêteurs, elle a fini par admettre que José Enrique n'était pas à la maison la nuit de la disparition de Diana. De plus, lors d'un interrogatoire, leur fille, âgée de 8 ans, a fait une déclaration troublante. Selon la fillette, le jour de la disparition de Diana, son père l'avait réveillée tôt le matin pour lui demander de nettoyer soigneusement la voiture, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Plus tard, José Enrique était parti, puis revenu, et avait de nouveau demandé à sa fille de laver le véhicule, cette fois à l'aide d'un produit spécial. Le 30 décembre 2017, sous la pression constante de la police, José Enrique a avoué son crime. Il a reconnu avoir été impliqué non seulement dans la disparition, mais aussi dans le meurtre de Diana. Dans ses premiers aveux, il a affirmé avoir accidentellement renversé la jeune fille qui aurait surgi sur la route. Selon lui, pris de panique, il aurait décidé de dissimuler le corps dans un endroit dont il ne se souvenait plus. Cependant, la police n'a pas cru à cette version. Les données fournies par les opérateurs de téléphonie mobile ont montré que les téléphones de Diana et de José Enrique s'étaient déplacés ensemble entre 2h52 et 2h58 du matin, heure à laquelle le signal du téléphone de la jeune fille s'est interrompu. Le dernier point de localisation des deux appareils correspondait au pont de Riangso, la même où l'iPhone de Diana a été retrouvé plus tard. Par ailleurs, les caméras de vidéosurveillance ont filmé la voiture de José Enrique à proximité de cet endroit. Malgré cela, il a continué d'affirmer qu'il n'avait jamais franchi le pont. Au fil du temps, les déclarations de l'homme sont devenues de plus en plus contradictoires, et les enquêteurs étaient convaincus qu'il dissimulait quelque chose. Lorsqu'il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles son épouse avait fait une fausse déclaration concernant sa localisation, José Enrique a expliqué qu'il volait de l'essence cette nuit-là et qu'elle avait donc eu peur. Cela expliquait en partie la présence de bidons en plastique retrouvés dans le coffre de sa voiture. Le lendemain, le 31 décembre 2017, José Enrique a accepté de conduire la police jusqu'à l'endroit où il avait caché le corps de Diana. Ainsi, près de 500 jours après la disparition de la jeune fille, des informations fiables sur son sort ont enfin été révélées. Et même si sa famille était accablée de douleur, elle a obtenu des réponses aux questions les plus douloureuses. Le lieu indiqué se trouvait dans la même province de la Corogne. Autrefois, un grand bâtiment industriel occupait l'endroit. On y fabriquait des boissons. Selon les déclarations de José Enrique, il aurait jeté le corps de Diana dans un ancien puits d'environ 10 mètres de profondeur. Par la suite, l'ouverture, large d'1,5 mètre, aurait été recouverte d'une dalle de béton d'environ 8 cm d'épaisseur. Plus tard, des plongeurs sont descendus au fond du puits. Ils y ont découvert un corps qui, bien qu'il n'ait pas encore été formellement identifié, semblait être celui de Diana. Le cadavre était solidement attaché de chaque côté, et 2 lourdes briques avaient été fixées autour de sa taille, probablement pour l'empêcher de remonter à la surface et le rendre ainsi invisible. Malgré le long séjour dans l'eau, le corps était resté dans un état relativement préservé. La température constante à l'intérieur du puits avait considérablement ralenti le processus de décomposition.
Il est également important de noter que la position dans laquelle le corps a été retrouvé a semblé inhabituelle aux plongeurs. On suppose que la jeune fille a connu une grande angoisse avant de mourir. Lors de la remontée du corps, les enquêteurs ont constaté qu'il manquait la tête. Celle-ci a été retrouvée un peu plus tard, au cours d'une nouvelle plongée. À noter que jusqu'à ce moment-là, personne n'avait inspecté le puits, car aucun élément ne laissait penser que le corps pouvait s'y trouver. Une fois les opérations de récupération terminées, il ne restait plus qu'à procéder aux expertises médico-légales afin de confirmer l'identité de la victime. Peu de temps après, les médecins légistes ont établi qu'il s'agissait bien de Diana Kerr. En outre, ils ont conclu que la cause du décès était une asphyxie, et non un accident de la route, comme l'avait affirmé José Henriquet. Malheureusement, en raison du temps passé dans l'eau, un phénomène de saponification s'était produit. Il s'agit d'un processus chimique au cours duquel les tissus adipeux se transforment en une substance semblable à du savon. Cette altération n'a pas permis de déterminer si la jeune fille avait subi d'autres sévices de la part de son agresseur. Toutefois, cette possibilité n'a pas été écartée et a continué de faire l'objet d'investigations dans le cadre de la procédure judiciaire. Le procès de Diana Kerr a débuté à l'automne 2019. Les avocats de José Henriquet ont continué à défendre la thèse de l'accident. Toutefois, les nombreuses contradictions relevées dans les déclarations du suspect, ainsi que les éléments de preuve rassemblés par les autorités, ont complètement discrédité cette ligne de défense. Par ailleurs, l'enquête a permis de reconstituer le déroulement probable des faits. On suppose que, tôt dans la matinée du 22 août 2016, José Henriquet a quitté son domicile dans l'intention de voler de l'essence. En chemin, il aurait aperçu Diana, qui marchait seule, absorbée par une conversation avec un jeune homme. Il aurait alors commencé à la suivre, attendant le moment propice pour passer à l'acte. Lorsqu'il s'est assuré qu'il n'y avait personne aux alentours, il lui a barré la route avec son véhicule et l'a interpellée. La jeune fille a eu le temps de signaler l'incident à son ami par message. Apparemment, elle aurait tenté de fuir, mais José Henriquet serait sorti de la voiture pour la forcer à monter dans le coffre. Peu après 3 heures du matin, il l'a conduite dans un hangar abandonné qu'il connaissait bien. Il savait que le bâtiment était accessible et qu'il contenait d'anciens lits ainsi que des matelas. Dans ce lieu sombre, délabré et isolé, José Henriquet aurait profité de la situation pour contraindre Diana à une relation sexuelle. Selon les conclusions de l'enquête, la jeune fille est morte par asphyxie. Toutefois, les experts n'ont pas pu établir avec certitude si elle avait été étranglée à main nue ou à l'aide d'un lien. Par la suite, José Henriquet a transporté le corps jusqu'à un puits, y a attaché 2 lourdes briques, puis l'a précipité dans le vide. Le 17 décembre 2019, la Cour suprême de Galice a reconnu José Henriquet Abouine coupable de privation illégale de liberté, d'atteinte à l'intégrité sexuelle et du meurtre de Diana Kerr. Il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec possibilité de révision de la durée totale de la peine. Selon le tribunal, une telle condamnation visait à empêcher ce récidiviste de commettre un nouveau crime. En outre, il lui a été interdit de s'approcher à moins de 1000 mètres des parents et de la sœur de la victime, ainsi que de leur domicile, de leur lieu de travail et de tout autre endroit où ils pourraient se trouver. Il convient également de souligner que, bien que l'agression sexuelle n'ait pas pu être scientifiquement prouvée, le tribunal a estimé que les éléments recueillis au cours de l'enquête étaient suffisamment probants. En mars, dans la région de Tucson, en Arizona, un cas particulièrement grave de manquement aux devoirs parentaux a été signalé. Au centre de cette affaire se trouve une femme âgée de 38 ans, Sandra Krakovich, qui vivait avec ses 3 enfants âgés de 9, 11 et 13 ans. Le 22 mars, vers 14h30, les services d'urgence ont reçu un appel provenant d'un complexe résidentiel situé sur Gold Link Road. Il y était signalé qu'une fillette de 9 ans était inconsciente. Les secouristes arrivés sur place ont tenté de la réanimer, mais sans succès, son décès a été constaté sur les lieux. Après avoir inspecté les environs, les pompiers ont alerté la police. Les conditions de vie dans le logement ont été décrites comme extrêmement insalubres et dangereuses. Le visage de l'enfant était recouvert d'insectes. Un examen plus approfondi a révélé que ses cheveux étaient totalement infestés de poux, qui s'étaient également propagés sur son visage. Les médecins et les enquêteurs ont souligné que le degré d'infestation témoignait d'un manque prolongé de soins et d'assistance médicale. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé, mais d'un problème chronique.
2 autres enfants, âgés d'11 et 13 ans, se trouvaient également dans le domicile. Tous deux souffraient eux aussi d'une infestation sévère de poux. La police a alors procédé à l'arrestation de Sandra Krakowicz ainsi que de sa mère, Elisabeth, qui participait à la garde des enfants. Elles ont d'abord été inculpées de maltraitance toutefois. Après la réalisation de l'autopsie par les médecins légistes, les chefs d'accusation ont été requalifiés et alourdis. Les 2 femmes ont finalement été mises en examen pour meurtre. Selon le rapport des médecins légistes du comté de Pima, la cause du décès de la fillette âgée de 9 ans était une anémie provoquée par une infestation à la fois aiguë et chronique de poux. L'épuisement a été mentionné comme facteur aggravant. Les examens médicaux ont également mis en évidence les symptômes suivants: une accumulation de liquide dans les poumons, des lésions hépatiques, une pâleur généralisée de la peau et des organes, ainsi qu'une carence sévère en fer. Cette affaire illustre une nouvelle fois les conséquences dramatiques d'une négligence parentale prolongée. L'état des enfants et leurs conditions de vie témoignent d'un défaut persistant de soins, d'interventions médicales et de surveillance élémentaire en matière de santé et de sécurité des mineurs. Il est difficile d'imaginer à quel point l'infestation parasitaire devait être avancée pour provoquer une anémie et, en définitive, entraîner la mort. Plusieurs questions restent en suspens. Pendant combien de temps cette maladie est-elle restée sans traitement? Et à quelles autres souffrances cette fillette a-t-elle été exposée durant les derniers jours de sa vie? Lors de son interrogatoire, la mère de l'enfant, Sandra, a déclaré aux forces de l'ordre que sa fille souffrait d'une anémie et avait commencé à se sentir mal aux alentours du 15 mars, soit environ une semaine avant son décès. Cependant, l'analyse de son téléphone portable a permis aux enquêteurs de découvrir des messages laissant supposer que l'état de santé de l'enfant s'était détérioré plus tôt, peut-être dès le 8 mars, soit 2 semaines avant le drame. Sandra a également précisé que la fillette était malade depuis plusieurs jours et présentait divers symptômes: fièvre, maux de tête, vomissements, troubles respiratoires, perte d'équilibre et difficultés à marcher. Par ailleurs, les enquêteurs ont établi que Sandra avait échangé des messages avec son compagnon. Dans des conversations datées des 14 et 15 mars, elle écrivait qu'elle comprenait qu'il devenait nécessaire d'emmener sa fille à l'hôpital. Plus tard, le 21 mars, la veille du décès de l'enfant, elle lui a envoyé un nouveau message. Elle y indiquait qu'elle se trouvait dans sa chambre lorsque sa mère l'avait appelée, car une personne, dont le nom a été effacé, lui avait demandé de vérifier l'état de la fillette pour s'assurer qu'elle n'était pas en train de mourir. Selon les informations disponibles, le compagnon de Sandra lui avait expressément recommandé d'emmener sa fille à l'hôpital, mais ce conseil n'a pas été suivi. Il a été établi que la veille de son décès, la fillette souffrait de maux de gorge et présentait un essoufflement important. Malgré cela, le seul médicament qui lui a été administré était de l'ibuprofène. Le dossier contient également une correspondance entre Sandra et sa mère, Elisabeth, la grand-mère de l'enfant. Le 21 mars, vers midi, Elisabeth a écrit à Sandra qu'elle ne pouvait pas emmener la fillette aux urgences en raison de l'état de ses cheveux, faisant allusion à une infestation sévère de poux. Dans ce même échange, Elisabeth se plaignait de l'absence d'aide de la part des enfants plus âgés et reprochait à Sandra de privilégier la compagnie de son compagnon plutôt que de s'occuper de sa fille malade. Elle signalait également que l'enfant ne parvenait pas à marcher sans tomber, ne répondait plus aux questions et présentait de graves difficultés respiratoires. À un moment donné, Elisabeth a même envisagé d'appeler le numéro d'urgence 911, mais elle a finalement renoncé à le faire. Finalement, la correspondance entre Sandra et sa mère, Elisabeth, a révélé que la véritable raison du refus de soins médicaux résidait dans une infestation sévère de poux chez la fillette. C'est précisément ce facteur qui a joué un rôle déterminant dans l'aggravation de son état, provoquant le développement d'une anémie et, en définitive, son décès. Lors de son interrogatoire, Sandra a reconnu qu'elle était pleinement consciente de la nécessité d'une prise en charge médicale urgente et qu'elle savait que sa fille aurait survécu si elle avait reçu les soins nécessaires à temps. Elle a également admis ne pas avoir consulté de médecin en raison de la pédiculose dont souffrait l'enfant. L'enquête a permis d'établir que tous les adultes présents dans l'entourage de la fillette, sa mère, sa grand-mère et le compagnon de Sandra, étaient informés de la gravité de son état. Ils savaient qu'elle était gravement malade et qu'elle nécessitait des soins médicaux, mais aucune mesure concrète n'a été prise pendant plusieurs semaines. Les symptômes ont continué à s'aggraver sans qu'aucune intervention médicale ne soit engagée. D'après les messages d'Elisabeth, il ressortait qu'elle se sentait responsable non seulement de la fillette malade, mais aussi des autres enfants de la famille. Dans l'un de ces messages,
Elle menaçait même d'appeler une ambulance, mais elle ne l'a jamais fait. Ainsi, malgré des signaux d'alerte répétés, aucun adulte n'est intervenu. Plusieurs occasions de sauver l'enfant se sont présentées, mais aucune n'a été saisie. Selon les conclusions de l'enquête, c'est la pédiculose qui a constitué le facteur déclencheur de la tragédie. L'infestation massive a dissuadé les adultes de se rendre à l'hôpital. Pourtant, les poux représentent un problème fréquent et facilement traitable, notamment chez les enfants qui fréquentent les écoles ou participent à des activités collectives. Lorsqu'elle est prise en charge à temps, cette affection ne présente aucun danger pour la vie. Il est probable que tous les enfants de la famille aient été contaminés en raison de leurs contacts étroits. Les aînés ont déclaré que Sandra avait tenté de traiter les poux avec du bain de bouche, sans succès. Selon les informations disponibles, la famille faisait à ce moment-là face à une menace d'expulsion, ce qui pourrait indiquer des difficultés financières. C'est peut-être pour cette raison que la mère a eu recours à des remèdes maison au lieu de consulter un médecin ou d'acheter un traitement adapté. Bien que les traitements contre les poux soient généralement accessibles et peu coûteux, l'infestation dont souffrait la fillette avait atteint un stade avancé. Pendant plusieurs semaines, son état s'est progressivement détérioré jusqu'à devenir critique puis irréversible. À la suite de son arrestation, Sandra Krakowicz a été placée en détention au centre pénitentiaire du comté de Pima. Le tribunal a fixé une caution de 55 000 $, ce qui a suscité l'incompréhension au regard de la gravité des charges retenues contre elle. L'audience est prévue pour le 11 juillet. Cependant, au 13 juin, Elisabeth Krakowicz, la grand-mère de l'enfant, ne se trouvait pas en détention. Si une caution a effectivement été versée en sa faveur, cela soulève des interrogations quant à l'argument selon lequel des difficultés financières auraient empêché la famille de recourir à des soins médicaux. Selon les conclusions officielles, le décès de la fillette résulte d'une combinaison d'anémie et de pédiculose sévère. La maladie s'est développée de manière progressive. L'enfant perdait ses forces, avait des difficultés à se déplacer, ne répondait plus aux questions et souffrait d'un essoufflement croissant. L'enquête met en lumière la nécessité, pour la société, de faire preuve de vigilance face à ce type de situation. La reconnaissance rapide des signes de négligence, la recherche d'aide appropriée et l'intervention d'adultes responsables peuvent permettre d'éviter de tels drames. L'histoire de cette fillette de 9 ans, originaire de Tucson, constitue un rappel tragique des conséquences d'un manque d'attention, d'accès aux soins et de responsabilité parentale élémentaire.